Il y a toujours au moins une chose pour laquelle nous pouvons exprimer notre gratitude chaque jour. Et pour nous, à Radio Sport FM, c'est un bonheur de vous retrouver chaque vendredi dans Plateau Foot Europe. L'équipe autour de moi en studio est déjà dans les starting blocks. Franck Nunyama, Guten Morgen, willkommen. Morgen, en réel, bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être là. Comment vous allez ? On rend grâce. La fatigue on gère toujours. De la semaine. On est puissant. Beaucoup de courage. Ah oui, j'aime ça. On est très puissant. Roméo étant également là. Hola Roméo. Hola Angelo. Bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent sur la 91.9, également sur le net. En pleine forme, hein? Très en forme. Ravi de vous retrouver. De ma gauche, on a également le patron de la Serie A italienne. Buongiorno Ezequiel Ayataï. Buongiorno Angelo. Bonjour à tous. Et c'est toujours un plaisir d'être là les vendredis matin. La fatigue en gère, hein? Ça va. Ça va? Ouais. Pas trop de fatigue dans le corps? Non, ça peut aller. Celui-là qui a maîtrisé sa fatigue, il est là parmi nous ce matin, c'est Armel Ouaba. Good morning. Welcome. Thank you, Angelo. How are you today? Fine, I'm okay. Vraiment? On va faire En tout cas, c'est pas ce que dit la voix. Hein. Justement, la voix, t'as trahi. Hein, ouais. On va faire avec. Et puis, on attend en studio Fifi Assogbavi qui va nous rejoindre d'un instant à l'autre. L'équipe de PFE, c'est également avec Elom Adovon. Elom, bonjour. C'est toi qui gères le web mastering. Dis un bonjour aux auditeurs. Bonjour Angelo. Comment tu vas? Ça va bien. En pleine forme? Oui, ça va. Le numéro 474 évoque dans la première partie le 5e sacre de Cristiano Ronaldo au palmarès du Ballon d'Or. La fin des matchs de poule de Ligue des Champions, les groupes du Mondial 2018 des pays représentant les majeurs. La seconde partie est réservée aux majeurs projecteurs sur Istanbul Başakşehir d'Emmanuel Adebayor, nouveau leader en Super League en Turquie. Autre rubrique, le thème sportif, question des auditeurs. Et vous, bien sûr, auditeurs, vous avez la possibilité de composer le 22 37 73 50 à partir de 10h15 pour vos commentaires sur le sacre de Cristiano Ronaldo. Bonjour à tous, mise en onde de ce nouveau numéro Gildas Caboret, présentation Angelo Folique, Plateau Foot del Europa. Aquí vamos. Franck Nunyama, Cristiano Ronaldo, 5e ballon d'or, surpris ou logique? Non, on le savait depuis par rapport aux performances réalisées par le Portugais. Je crois qu'il n'y avait pas de raison qu'il ne gagne pas son 5e ballon d'or. La surprise aurait été de voir ce ballon d'or attribué à quelqu'un d'autre. Ce qui n'est pas possible. Ce qui n'est pas possible. Donc, je pense qu'il est tout mérité, ce 5e ballon d'or. Maintenant, au-delà de ça, c'est le travail accompli par le monsieur. Souvenez-vous, il y avait 4-1 entre lui et Messi, mais il est arrivé à revenir à 5 partout. Je crois que c'est l'exemple d'une abnégation, d'une détermination et puis d'une volonté extraordinaire. Cristiano Ronaldo ne démissionne jamais, donc je pense qu'aujourd'hui c'est la satisfaction, il a atteint le sommet. Même si l'année prochaine, il se fait battre par quelqu'un d'autre, je crois qu'il n'y aurait pas de regret. Mais son ambition, c'est de gagner à 7 reprises ce ballon d'or. Pour faire un peu, oui, c'est R7. Lorsque vous voyez son jet privé, vous allez voir le chiffre 7 écrit en couleur dorée. Donc c'est ce qu'il veut faire maintenant. Je pense que c'est bien pour lui et c'est bien aussi pour le Real Madrid et puis pour l'image de la star portugaise. Roméo, vous qui êtes le patron de la Liga espagnole, c'est tout mérité pour Cristiano Ronaldo. Oui, c'est tout mérité. Il mérite cette distinction. Cristiano Ronaldo, tout ce qu'il a fait avec son club, avec son pays, il mérite largement ce 5e ballon d'or. Je crois que dans sa tête, il a un autre record à égaler, celui de Messi, puisque Messi a gagné à 4 reprises d'affilée ce ballon d'or. Cristiano Ronaldo n'a fait qu'un doublé, ça veut dire 2 fois de suite. Donc ça reste également un autre défi pour Cristiano Ronaldo, même si ça se complique un peu pour le Portugais cette saison en Liga, qui n'arrive pas à s'exprimer, même s'il en Ligue des Champions, il force l'admiration, mais en Liga, ça reste encore beaucoup à faire. S'il arrivait également à faire une très bonne Coupe du Monde 2018, tout ça peut militer en sa faveur. Mais il a très mal démarré sa saison quand même. Cristiano dit qu'il aimerait gagner ce trophée tous les ans. Est-il possible? Oui, c'est un souhait.
on peut pas le lui refuser. Maintenant, il y a d'autres joueurs qui sont là aussi pour pouvoir gagner ce trophée, à l'instar de Lionel Messi, de Neymar et tous les autres. Donc, je pense qu'il a quand même la capacité, la force physique et technique pour le faire. Maintenant, sur le terrain, il va falloir à chaque fois suppléer les autres. Déjà, si on prend cette saison qui n'a pas forcément bien commencé en Ligue espagnole, donc je pense qu'il a beaucoup de travail à faire, même si en Champions League, il est actuellement le meilleur buteur. Il y a du travail qui va se faire. Messi qui est loin devant en Liga espagnole. Maintenant, le Barça qui devance également le Real de 8 points en Liga. Donc je pense que le titre en Liga comptera pour beaucoup. Et puis la Ligue européenne des champions qui est loin. Également la Coupe du Monde. Qui est loin d'être gagné. Et cette année, en 2018, il y aura la Coupe du Monde où Messi sera là, Neymar également, Cristiano Ronaldo. Donc il y a plusieurs tableaux sur lesquels ce titre de Ballon d'Or va être joué cette année ou en 2018. Donc je crois que Cristiano Ronaldo a beaucoup à faire. Messi et les autres sont également déterminés. Le PSG qui pourra aussi gagner la Ligue européenne des champions avec Neymar. Donc je pense qu'il y a beaucoup de concurrents cette saison. Et il va falloir quand même se battre, mais pour ce Ballon d'Or de 2017, c'est tout mérité pour Cristiano Ronaldo. On se rappelle, en Ligue européenne des champions, il avait mal commencé. Il était à 2 buts quand Messi était à 10 ou à 8, je pense. Mais à la fin, il finit meilleur buteur de cette compétition-là. Donc je pense que Cristiano, c'est tout simplement le meilleur de cette année. C'est un joueur qui n'abdique pas, qui sait se battre. Et puis son intelligence, où il a réadapté son jeu par rapport à son âge qui est maintenant avancé. C'est un Cristiano Ronaldo qui ne cherche qu'à planter des buts maintenant. C'est plus ce Cristiano Ronaldo qui se dépense énormément sur le terrain, mais il est bien placé, des appels pour pouvoir marquer, et c'est sur ces buts marqués là qu'il a réussi à faire la différence pour gagner ce Ballon d'Or là. Donc je crois que ça nous promet tout simplement une année 2018 encore de folie, et dire que les 10 derniers Ballons d'Or ont été gagnés par Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Apparemment il n'y a que ces deux là au monde, les autres sont des spectateurs. Pour l'instant, on va s'intéresser à un autre aspect de son discours. Il remercie également ses partenaires, c'est important. Oui, très important. C'est la marque de l'humilité des gens qui sont gratifiants par rapport à ceux qui les entourent. Pour rebondir sur Cristiano Ronaldo, l'homme, c'est un exemple parfait, je crois, dans tous les domaines de la vie. Franck le soulignait tout à l'heure, au début c'était un 4-1. Aujourd'hui, on est à 1-5 partout entre les deux hommes, entre lui et l'Argentin Messi. Mais il faut relever que dans cette course au Ballon d'Or, si entre-temps on nous disait que ce sont les performances personnelles qui comptaient, depuis 2-3 saisons, la donne a changé. La donne a changé, oui, il faut le préciser. Oui, il faut le préciser. Aujourd'hui, dès que Messi gagne la Champions League, où c'est une année de coupe continentale, très logiquement, c'est soit Messi ou Cristiano qui est devant par rapport à ce Ballon d'Or là. Et puis, comme le soulignait également Ezekiel, ces deux hommes ont su se réinventer, se réincarner dans ce football là. Ça veut dire que c'est des gens extrêmement forts dans ce qu'ils font. Cristiano en 2008, c'était plus un joueur avec des éliminations, des passements de jambes. Aujourd'hui, il a compris que l'âge, le physique ne lui permet plus cela. Donc maintenant, c'est un fin buteur. Il est tueur devant. Et tant mieux, ça l'avantage encore plus. Et quand on prend Messi aujourd'hui, c'est le contraire. Ce n'est pas forcément Messi qui va aller planter 60 buts dans la saison, mais qui est le dépositaire désormais du jeu du Football Club Barcelone. Voilà quoi, chapeau à ces deux hommes. Moi, je me pose une question. Oui. Qu'est-ce qu'on va ressentir quand ces deux auront arrêté le football? Bon, on attend de voir et après on passera vous prendre à l'interview par rapport à vos sentiments. Fondou, il y a une question avant de fermer cette rubrique de Ballon d'Or. Est-ce qu'on peut voir d'autres Ballons d'Or dans d'autres championnats, c'est-à-dire en Allemagne, en Angleterre, en Italie dans les années à venir? Oui, pourquoi pas. Aujourd'hui, ce qui fait la force de la Liga espagnole, c'est que les deux meilleurs se retrouvent à ce niveau. On se souvient quand il gagnait son premier Ballon d'Or, c'était en 2008 avec Manchester United. Donc je pense qu'on pourrait
qu'on pourrait voir d'autres joueurs le gagner à part le championnat espagnol. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi ils ne gagnent pas? Parce qu'il leur manque quelque chose. Ces joueurs qui peut-être sont arrivés comme Neymar manquent de petits détails pour faire la différence. Ce n'est pas le cas de Messi et de Ronaldo. Ces deux joueurs sont capables de sortir quelque chose de leur trip qu'on n'a jamais vu ou presque. Est-ce qu'il est possible de voir un autre vainqueur de Ballon d'Or en Allemagne, par exemple, dans les années à venir? Oui, pourquoi pas? Possible. Oui, c'est possible. C'est possible. C'est pas écrit quelque part que ce sera seulement en Liga. Mais oui, souvent les meilleurs se retrouvent à ce niveau. Aujourd'hui, c'est vrai que le championnat anglais est le championnat le plus cher de la planète. Mais pour l'instant, ce génie-là ne se retrouve pas de ce côté. C'est le problème. Donc, je pense que vivement, on le souhaite, que d'autres émergent, qu'ils confirment et qu'on ferme un peu la page Messi et Cristiano Ronaldo. Et Ezekiel? Oui, c'est possible d'avoir un ballon d'or en Allemagne, en Bundesliga. Vous voyez des joueurs émerger derrière ces deux monstres. La difficulté, c'est qu'il faut être constant sur plusieurs tableaux. C'est là où ça devient difficile, ce qu'arrivent à faire Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Par exemple, on peut beau finir meilleur buteur de la Bundesliga, mais être éliminé au premier tour de la Champions League. Donc ça ne vous permet pas d'aller chercher ce trophée, ce qui n'arrive pas forcément à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. On a vu Lewandowski, par exemple, ou Pierre-Emerick Aubameyang. Ce qu'ils ont fait en Bundesliga la saison dernière, c'est quand même énorme. Mais sur l'autre tableau qui est la Ligue européenne des champions, ce n'est pas pareil. Et malheureusement, s'il y a eu une année de compétition continentale, ils n'arrivent pas à faire la même chose avec leur sélection. Ce que Cristiano Ronaldo a réussi à bien faire avec le Portugal, par exemple. Donc je pense que c'est là où se fait la différence. Cette année, on verra bien ce que Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi vont faire avec leur sélection. Donc je pense que voir un autre dépasser ces deux-là, ça va être très difficile, même s'il y a des joueurs qui arrivent de très loin, comme les Dybala, les Mauro Icardi et Dries Mertens, Kevin De Bruyne et autres joueurs. Et tous les autres, ils sont nombreux quand même, mais faire ce que ces deux font là, c'est difficile. Bonjour et bienvenue Fifia Sebavi. Bonjour Angelo, je salue le plateau et puis tous les auditrices et auditeurs de cette émission. Vous allez bien? Ça va. Vous avez suivi hier la cérémonie du Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo sacré? Oui, c'était. Votre avis? Je crois que c'était prévisible, hein, tout le monde s'attendait à cela. Quand on voit la saison de Cristiano Ronaldo, aussi bien avec son club sur le plan personnel, fini meilleur buteur de la Champions League, gagner la Liga et puis les coupes là-bas en Espagne, et puis finir encore champion en Europe avec son équipe nationale. Je crois que c'est vraiment mérité pour Cristiano Ronaldo, qui égale désormais Messi 5 ballons d'or chacun. Et puis ça fait pratiquement 10 ans que les deux se rivalisent, se partagent des ballons d'or. Je crois qu'il est temps maintenant qu'on retrouve encore peut-être l'année prochaine, pourquoi pas quelqu'un d'autre, mais ce sera vraiment compliqué. Tout à l'heure, tu demandais pourquoi c'est toujours les deux qui prenaient. Mais Neymar peut-être la saison prochaine? Ce sera compliqué également pour Neymar, parce qu'il fait quand même une belle saison avec le Paris Saint-Germain, mais il faut le voir, il faut l'attendre sur d'autres tableaux en Ligue européenne des champions, parce que la dernière fois même déjà son match livré face au Bayern, pour moi c'était catastrophique, et c'est sur ce tableau-là qu'on veut voir vraiment Neymar pour pouvoir prendre le ballon d'or. Maintenant, quand moi je prends Cristiano Ronaldo qui disait qu'il ne faut pas seulement, le talent seul ne suffit pas, il faut le travail également. En plus, il faut faire beaucoup de sacrifices. Il disait que lui, il a fait beaucoup de sacrifices. Il a écarté beaucoup de choses pour pouvoir être à ce niveau-là. C'est pour dire que pour les autres joueurs qui arrivent également, le talent seul ne suffit pas. Ces deux garçons-là, ils sacrifient beaucoup de choses. Ils se mettent sérieusement au travail pour arriver à ce niveau-là. C'est ce qui compte premièrement, et je crois qu'après, le reste bien. Merci beaucoup. Et vous, auditeurs, vous aurez l'occasion à partir de 10h15. Vous pouvez composer le 22 37 73 50 pour donner vos avis, vos commentaires concernant le sacre, le 5e de Cristiano Ronaldo. Et sur on peut parler après Cristiano Ronaldo, il y a 2e Lionel Messi et puis 3e Neymar. Ça fait également quelques années qu'on les retrouve. On va fermer rapidement un mot et puis on ferme la parenthèse. Parlons tout simplement de Lionel Messi qui est 2e. Oui. Ça fait quand même
même le 10e podium pour ce monsieur. Oui. Donc sur les 10 dernières années, il a toujours été sur le podium. C'est quand même énorme. Ça montre, même si on note qu'en 2010, oui. Cristiano Ronaldo était absent, lui, du podium. Ça montre un peu l'immensité du joueur. Angelo, si tu permets, rapidement. Aujourd'hui, il ne faut plus tutoyer ces deux-là. Hein. Quand je prends Griezmann et Neymar, Griezmann, la saison passée, il était 3e. Cette saison, on ne sait pas où il est. Il est 18e. Ça veut dire que dès que tu tutoies les deux messieurs, Oh là, voilà, quoi. c'est interdit. Cristiano Ronaldo et Messi sont des tabous. La digestion, elle est dure derrière. Oh, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. On ferme la parenthèse du Ballon d'Or et cette fois-ci, on ouvre une autre. En semaine, oui, il y avait ces matchs de la dernière journée de la Ligue européenne des champions. On va s'intéresser au groupe A, B, C et D seulement parce qu'on avait déjà les qualifiés du côté de certains groupes déjà. Le Benfica qui courbe les Chines à domicile devant l'FC Bâle 0-2 et puis le Manchester United de José Mourinho qui se qualifie 2-1 face au CSKA Moscou. Logique qualification de Manchester, Roméo Yitor? Oui, logique qualification. Je crois que c'est ce qu'on prévoyait justement dans cette poule A. Oui. Manchester United qui a fait le boulot à la maison 2-1 face au CSKA Moscou grâce à Lukaku et Rashford. Je crois que c'est bien pour les Mancuniens aujourd'hui qui ont cette capacité, cette volonté. Disons pratiquement les clubs anglais engagés cette saison en Ligue des Champions font des merveilles. Je pense que ça dépend également de cette nouvelle philosophie apportée par les managers étrangers à la tête de ces clubs-là. C'est bien pour Manchester United. Maintenant, il faut s'attendre à ce deuxième tour parce qu'on a vu Manchester United parfois être dans le dur dans sa poule, même si on sait que devant ces CSKA, ce n'est pas des adversaires aussi côté comme le FC Bâle qui ont bousculé le Manchester United. On doit s'attendre à une deuxième phase un peu plus compliquée pour les Red Devils. On va s'intéresser au groupe C, avant le B bien sûr. Chelsea qui fait match nul à domicile face à l'Atlético Madrid et puis la Roma qui prend quand même, on peut dire, la tête de ce groupe avec 11 points en gagnant 1-0 face à Karabag. Oui, une petite victoire pour la Roma, oui, mais suffisante pour prendre la tête de ce groupe puisqu'il y a match nul entre Chelsea et l'Atlético. C'est le gros match de cette dernière journée, peut-être dans ce groupe-là. L'Atlético qui se devait de gagner pour espérer quand même passer au second tour, mais Chelsea étant ce qu'il est, cette équipe-là qui a une défense quand même solide avec Conte. Donc l'Atlético a perdu sa qualification lors des premières journées parce que c'est pas sur ce match nul que je pense que l'Atlético a loupé sa qualification. Donc je pense qu'il y a eu un début de compétition difficile pour l'Atlético qui n'a pas su quand même entrer comme il faut dans ce groupe-là. Il y avait deux grosses équipes dans ce groupe, à l'instar de Chelsea et de la Roma qui ont su gérer leur début de compétition, tout le contraire de l'Atlético. Donc je pense que c'était quand même attendu vu l'entame de compétition de l'Atlético. Chelsea, la Roma qui passe l'Atlético en Ligue Europa. C'est la première année que depuis peut-être 4 saisons que ça arrive à l'Atlético. Donc c'est un tirage au sort qui n'a pas été clément quand même pour l'Atlético, il faut le reconnaître. On va s'intéresser au groupe E avec Liverpool qui passe à tabac à 7-0 le Spartak Moscou et puis un but partout entre Séville. Liverpool qui se qualifie Oui, c'est le retour, on peut l'affirmer maintenant, le retour des Reds dans cette compétition qu'ils affectionnent tout particulièrement. Dans ce match, une anecdote, Angelo, le médecin des Russes avait interdit le sexe à ses joueurs. À première vue, ça n'a pas marché. 7-0, voilà quoi. La prochaine fois, il faut peut-être aller voir ces femmes. Donc voilà, Liverpool actuellement une équipe très très offensive. Dès que vous laissez les couloirs, vous faites non seulement battre mais humilier, voilà. Bon, le Spartak Moscou, bon, c'est pas aussi redoutable là. Voilà. S'intéresser à la qualification également de la Juve qui se déplaçait en Grèce pour y jouer l'Olympiakos d'Alexis Romao. Qualification logique, 2-0. Non, il y avait rien à craindre pour les Bianconeri. On savait qu'ils l'allaient assurer.
c'était sûr que le Barça serait devant, la deuxième place serait attribuée à la Juventus Turin. Donc ce n'est qu'une confirmation avec cette victoire à l'extérieur devant les coéquipiers de Romao Alexis. Difficile apprentissage pour le club grec, mais je crois que ça a servi quand même. Ils ont appris, ils ont grandi et c'est sûr que dans les prochaines compétitions, ils vont savoir ce qu'il faut faire. Donc par rapport à cette qualification, il n'y a rien à dire. Je crois que la logique est clairement respectée. On va s'intéresser au groupe G de Leipzig avec Beşiktaş. Leipzig qui a perdu à domicile et puis Porto qui passe 5-2 à Monaco. Roméo, on voit Beşiktaş et Porto se qualifier. C'est la surprise dans cette poule parce que moi je voyais dès l'entame de la compétition Monaco, encore Leipzig jouer le premier rôle dans cette poule et à ma grande surprise c'est Beşiktaş, même si ce club est maintenant régulier en Ligue des Champions, mais je ne le voyais pas à la première place, mais il nous a surpris ce club-là. Je crois que cette fois-ci, la carte est redistribuée dans cette poule et Monaco ne peut que s'en prendre à lui-même. Le fait d'avoir vendre ses meilleurs éléments, ses atouts pour pouvoir aller loin. C'est bien également pour les Allemands de Leipzig qui vont jouer l'Europa. C'est la première participation pour ces Allemands et ils vont continuer la course en Europe avec l'Europa League. Et là-bas, ils vont beaucoup apprendre et revenir peut-être l'année prochaine pour la Ligue des Champions à condition d'être parmi les meilleurs en Bundesliga. Et de gagner la Ligue Europa. Voilà. Comme l'a fait Manchester United. Le groupe F avec la première défaite, toute compétition confondue, de Manchester City sur la pelouse de Shakhtar Donetsk. Oui, City déjà qualifié et assuré de finir en tête de son groupe. Donc, c'est pas la même motivation des deux côtés, il faut le reconnaître. Et puis, un turnover du côté de City qui profite de cette journée pour faire reposer ses cadres. Donc, je crois que c'est une défaite peut-être un peu, ou une victoire un peu offerte à cette équipe de Shakhtar qui se qualifie grâce à ces 3 points pris. Donc je pense quand même que c'est mérité pour le Shakhtar parce que cette phase de poule ne s'est pas jouée sur cette dernière journée. Donc ils ont déjà fait au préalable le maximum avant de jouer cette dernière journée. Voilà, c'est mérité. Félicitations tout simplement à cette équipe, le club du coach Zoro. Ah oui, ça c'est vrai, c'était l'image de la soirée. Il avait promis à ses joueurs. C'est beau, c'est très beau ça. Ça nous a rappelé beaucoup de choses lorsqu'on suivait Zorro avec Sergent Garcia. On ratait pas, hein. Pas du tout. Mais tu rates ça, tu meurs. Et oui, il y avait également un gros match à ne pas rater du côté de l'Alliance Arena. Fifi Assobawi, je vous vois sourire. Le Paris Saint-Germain y était. Gros match. Est-ce que c'est le Bayern qui a été fort ou le Paris Saint-Germain qui a laissé jouer le Bayern? Non, le Bayern a été fort. Je crois que le Bayern a préparé son match. Le Bayern voulait à tout prix gagner ce match-là. Et le PSG, pour moi, est encore tombé dans le même revers que l'année dernière face au Barça, parce que je crois que mentalement, il n'était pas là. Je ne sais pas si c'était parce qu'ils savaient qu'ils allaient... Bon. Ils se disaient que malgré tu n'allais pas prendre 4 buts sans marquer, donc ils ont laissé le Bayern jouer et c'est ce qu'ils avaient fait l'année dernière face au Barça. Ils avaient pris 6 et la dernière fois moi j'ai été quand même un peu déçu par le match du Paris Saint-Germain, surtout en première mi-temps et en deuxième mi-temps on les a revus un tout petit peu avec le but de Mbappé, mais après sur les deux latéraux ne m'ont pas du tout convaincu. Kurzawa et puis Dani Alves, vous voyez le 3e but du Bayern, comment Coman s'est amusé avec lui. Et moi, j'ai commencé encore à réfléchir. On se disait que le Paris Saint-Germain était là et pouvait jouer les premiers rôles en Ligue des Champions. Mais là, j'ai commencé à douter parce que quand je vois pour la suite, quand je vois ce match-là, bon, je ne sais pas les facteurs qui sont entrés en jeu. Ils se sont dit, ils sont déjà qualifiés. De toutes les façons, ils n'allaient pas prendre 4 buts sans marquer. C'est pour ça, ils ont joué comme ça. Mais la manière dont ils ont joué, franchement, ça ne me rassure pas pour une équipe qui n'a pris qu'un seul but avant ce match-là. Prendre 3 buts comme ça dans cette rencontre, c'est quand même regrettable. On reconnaît quand même que le Bayern reste quand même une grande équipe. Et avec Juppen, qu'est-ce qui est revenu? C'est quand même une grande équipe. Mais
ces matchs-là, le Paris Saint-Germain doit les jouer mieux que ce que le Paris Angelo, Saint-Germain. moi j'ai assisté à du copier-coller, sauf que il y a eu cette fois-ci plus de buts du côté du Bayern. C'est tout. Parce que même à l'aller, c'est le Bayern qui avait dominé cette rencontre, c'est le Bayern qui avait possédé le jeu. Et le Mais PSG, ils en ont pris 3. Voilà, le PSG s'était contenté de défendre et de procéder par contre et avait marqué 3 buts. Pour ce match-là, le Bayern a encore dominé, sauf que le Bayern a été plus réaliste. Donc je crois que le Bayern sur les 2 matchs pour moi était au-dessus, mais le PSG est plus réaliste lors du premier match. Donc il y a beaucoup de choses à revoir, surtout sur les flancs, surtout sur les flancs où le PSG a des latéraux qui adorent attaquer et souvent se font prendre. C'est là où, mais sur ce match, on se pose une question sur l'âge réel de Dani Alves. Il a quel âge? Il a 34 ans. Oui, voilà, mais c'est son âge réel. Voilà, mais avant ces matchs-là, on l'a pas vraiment vu en difficulté sur le plan physique, autant sur le plan physique. Mais sur ce match, la jeunesse de Coman a tout révélé. Dani Alves qui a été déposé comme un petit garçon. Je pense que si à chaque fois il se retrouve avec des jeunes aussi vifs, aussi rapides sur son côté, ça va être vraiment compliqué. On va s'intéresser aux qualifiés. Il y a Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City et puis Tottenham. L'Angleterre qui nous fait du 5 sur 5. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de cette compétition. Est-ce qu'ils iront au bout? On attend de voir. Du côté de l'Espagne, on a 3 représentants. Le Real, le Barça, le FC Séville. Bâle représente la Suisse. La Roma et la Juve représentent l'Italie. Le Bayern pour l'Allemagne. Le Shakhtar Donetsk pour l'Ukraine. Beşiktaş pour la Turquie. Le FC Porto, bien sûr, pour le Portugal. Et puis, le Paris Saint-Germain pour l'Hexagone. Tirage au sort des 8e de finale. Lundi à Nyon, en Suisse. Je ne vais pas vous demander vos probable combinaison, mais on va en rester là. Mais quand il faut parler de ces 5 qualifiés de l'Angleterre, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de la voir première Ligue de retour. Oui. Bon, on peut le dire. Conté s'est-il trompé? On peut le dire parce que là, c'est quand même ahurissant de les voir tous au prochain tour. Oui. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Vous savez, les entraîneurs, les meilleurs entraîneurs actuellement. C'est un argument solide. C'est un argument. José Mourinho, Pep Guardiola, Pochettino, Conte et puis tous les autres. Jürgen Klopp. Justement, Jürgen Klopp, il a dit que c'est le retour de la Première Ligue et c'est possible de voir un club anglais en finale. Oui, pourquoi pas, lorsqu'on présente 5 au tour suivant, c'est possible maintenant. Et les clubs anglais aussi, à un moment donné, sont décevants lorsqu'il s'agit de jouer peut-être les gros d'Europe et d'aligner les grosses compétitions, les grosses performances. Ils sont toujours absents. Maintenant, on va voir. Il y a peut-être un bémol pour eux, c'est que quand vous prenez Liverpool aujourd'hui, c'est une équipe qui porte rapidement le jeu vers l'avant. En 3-4 touches, ils sont dans la surface de réparation de l'équipe adverse, à l'instar de Salah, Mané qui savent très bien le faire. Vous prenez également Tottenham qui a un jeu porté vers l'avant avec Pochettino. Conte, oui, c'est pas le même style de jeu. Quand vous prenez Manchester également, c'est pas la même chose. Mais on reconnaît aujourd'hui que c'est des clubs qui sont solides. Et on attend de voir la suite. En tout cas, oui, rapidement. 30 secondes. Oui, vous signez Pep Guardiola ou José Mourinho. Vous n'êtes pas étonné si ces deux-là arrivent en finale de Ligue des Champions. Parce que ce sont des anciens tous vainqueurs de la Ligue européenne des champions. Le frein, et on s'intéresse au majeur. English Premier League News. Manchester United, Arsenal, c'est plutôt Arsenal qui recevait Manchester United. Ou plutôt Arsenal qui recevait Manchester United. La leçon de ce match, Angelo, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent trop. Voilà. Manchester se lève tôt ou trop. Pas trop. Voilà. Manchester United dès la 4e minute avec un jeu de pressing depuis la surface de réparation de l'adversaire, intercepte un ballon par l'intermédiaire d'Anthony Valencia, la combinaison avec un coéquipier qui revient dans les pieds de ce dernier qui ouvre le score. On pense que Arsenal va se relever de ce but matinal. Non, rien n'y fait. C'est plutôt à la 13e minute au Red Devils de revenir avec encore une combinaison là encore extraordinaire
extraordinaire de Anthony Martial, excusez-moi, pour Lingard, qui porte le score à 2-0. Le bijou de passe de Martial. Hein. Oui, le bijou de passe de Martial. Maintenant, dans l'ensemble du match, Arsenal a dominé. Oui. Mais on a eu un grand David De Gea. Oui. 17 arrêts nets face aux attaquants des Gunners. Hein. La seule fois où l'Espagnol a cédé, c'était face à un délice de passe de Sanchez pour Ramsey qui manque le contrôle. Mais la Casette suit très bien derrière et fusille à bout portant le gardien espagnol. Mais la suite, on la connaît. Hein. C'est encore, bien sûr, Manchester qui revient avec un travail énorme de Paul Pogba qui va servir une fois encore Lingard pour porter le score à 3-1. Mais Pogba, en toute fin de match, fait l'impardonnable. Hein. S+C, il va rater voilà, 3 matchs. Derby. Et notamment le gros derby ce week-end. Romero, encore une fois, Mourinho bat Arsène Wenger. Cette rivalité n'est pas loin d'être finie entre les deux hommes. Je pense que Mourinho a su jouer psychologiquement ce match avec ses hommes, contrairement à Arsène Wenger. Arsenal, comme d'habitude, qui fait le beau jeu, qui attaque mais n'arrive pas à marquer. C'est vrai que DGA a joué un grand rôle pour les Mancuniens, Sanchez qui échoue face au poteau, tout ça là. Mais je pense véritablement que José Mourinho reste cet entraîneur-là mystique qui, dans des matchs assez compliqués, arrive toujours à gagner. Là, Arsenal, qui était bien parti pour encore gagner ce match, a perdu. Et ça fait qu'aujourd'hui, l'équipe se retrouve encore dans des situations compliquées, dans des gros matchs. On n'arrive pas à gagner moralement, on est atteint. Moi, en tout cas, oui, Arsenal a joué, Manchester a gagné, mais c'est quand même triste pour les Gunners qui se sont procurés les meilleures occasions de ce match-là. 75% de possession tout au long du match, 33 tirs tentés dans ce match et à la fin un seul but. Je pense que c'est quand même regrettable, c'est triste pour eux. Arsenal méritait mieux dans ce match-là, mais faut pas oublier les prouesses de David De Gea, que j'ai bien envie d'appeler deux géants, parce que il a été énorme tout simplement. Oui, c'est lui qui a empêché Arsenal de gagner. Sinon, Arsenal méritait beaucoup mieux, je dirais. On va s'intéresser à l'autre club de Manchester. Cette fois-ci, les Sky Blues. C'est City. Difficile victoire. Difficile victoire, mais moi je dis le mental, il est là. Il faut aller chercher cette victoire-là dans les dernières secondes. City qui s'impose à domicile 2-1. C'était face aux Hammers de West Ham. On va s'intéresser à Chelsea qui s'est imposé également face à Newcastle. Rien ne va plus pour Rafael Benitez et ses hommes. Leicester va bien, puisque depuis l'arrivée du Français Claude Puel, c'est seulement une seule défaite, c'était face à City. Voilà. Quand on connaît la forme de City actuellement. Everton, 2-0. Il a fallu un grand retour de Wayne Rooney pour battre le club de Steve Mounier. Huddersfield, c'était à domicile. Watford et Tottenham, rien ne va plus pour les Spurs. C'est compliqué. C'est compliqué. Les Spurs étaient même menés avant de revenir au score par l'intermédiaire de l'inévitable Harry Kane, le prince Harry qui sauve Tottenham d'une défaite. Stoke City, 2-1 face à Swansea. Et puis le carton de la journée, c'était Liverpool en déplacement face aux Mouettes de Brighton. Bien sûr. Ils ont été grillés. Ils ont été grillés. 5-1. Et on le disait aussi, voilà le 3-1 de Manchester United. Et puis le 1 but partout entre Bournemouth et Southampton. Au classement, Manchester City 43 points, United 35, Chelsea 32, Liverpool 29, Arsenal 28, Tottenham est à la 6e place. On peut s'intéresser à la 9e place de Leicester avec 20 points, Everton 10e, Newcastle 15e. Attention, une information, Angelo, Crystal Palace n'est plus dernier de ce championnat. Il est désormais premier relégable, voilà, à 3 points du premier relégable. Et West Ham et Swansea ferment la marche. Mohamed Salah, meilleur buteur en Première Ligue, ça c'est extraordinaire, 12 buts. Il a d'ailleurs reçu le prix du joueur qui a atteint les 10 buts. Harry Kane a 10 buts, Sergio Aguero 9 buts, comme Sterling et Morata. On va s'intéresser au 3e succès consécutif de Manchester City. C'est une prouesse extraordinaire des Sky Blues. 13e. Non, rien oui, 13e victoire. Oui, c'est quand même étonnant ce que Pep Guardiola est en train de réaliser cette saison, ce qu'il n'a pas pu faire l'année dernière. Je crois que c'est une revanche pour lui. Aujourd'hui, il a des joueurs qui sont, je crois, physiquement prêts, techniquement,
et qui sont à la hauteur de ce qu'ils leur demandent. Vous prenez aujourd'hui le jeune Leroy Sané qui multiplie les choses, De Bruyne qui marque dans toutes les positions. Je crois que c'est intéressant. Et voilà, on ne risque rien en disant que Manchester City est en train de se dresser sur le chemin du titre. Donc je pense que c'est bien et c'est un jeu fluide porté vers l'avant et il y a tout ce qu'on peut rechercher dans un beau football et c'est intéressant. Mais il faut reconnaître que depuis 3 journées maintenant, le Manchester City est en train de souffrir. C'est 2-1 dans les derniers instants. Et ça commence par se compliquer un peu. Mais de toutes les façons, ils arrivent à gagner à la fin de la rencontre. C'est peut-être la chance du champion qui est en train de... Pourquoi pas? Vous dites si bien le mot. Oui, c'est vrai, c'est peut-être la chance du champion parce que ça fait quand même la 4e victoire consécutive avec un but d'écart. Mais je pense que c'est parce que Manchester City a un jeu très offensif qui oblige les adversaires à jouer plus regroupés et donc plus les adversaires jouent derrière, on a du mal à trouver des espaces et à marquer assez de buts, ce qui complique un peu le jeu ou ne permet pas à City de marquer autant de buts. Mais aujourd'hui c'est la patte Guardiola qui c'est clair, c'est visible parce que déjà City qui joue aujourd'hui avec 2 meneurs de jeu, ce qui permet au jeu d'être plus fluide. Il y a De Bruyne et puis David Silva qui sont là, donc ça permet à City à chaque fois de changer le jeu, de renverser, de posséder plus facilement le ballon et ça complique la tâche à ces joueurs. Plus de qualité offensive et City joue également avec 2 attaquants, 2 meneurs de jeu, donc allez-y comprendre. On va s'intéresser à ce... Oui, on a déjà parlé du classement, bien sûr. Oui, la prochaine journée avec le gros derby dimanche. Se divise en 2 journées. Déjà sûr. Samedi, on aura les matchs comme West Ham qui accueille Chelsea ou encore l'accueil également réservé par Tottenham à Stoke City. Mais dimanche, on aura 3 importants matchs. Southampton qui va recevoir Arsenal, Liverpool qui sera à la maison à Anfield face à... Le derby de la Merseyside. Oui, le derby de la Mersey, voilà, le fleuve là, et puis Manchester United à Old Trafford pour défier Pep Guardiola et Manchester City. Ce sera dimanche à partir de 16h30. Fini pour la Première Ligue, on va dans le pays où même les gardiens de but savent marquer des buts. Tutto calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. Ah, j'adore ce jingle du Tutto Calcio, c'est tellement dansant. On va s'intéresser à ce match entre Benevento et le Milan aussi. Et curieusement, dans ce match, il y a un gardien de but qui inscrit un but. Oui, il a pour nom Alberto Brignoli. C'est lui qui a marqué ce but-là à la 95e minute pour offrir le premier point, le tout premier point de la saison à Benevento. Depuis le début de la saison, c'est après 15 journées. C'est la grosse interrogation. À quand le premier point de Benevento? Et malheureusement, c'est sur la première de Gattuso. Ah oui, Gattuso sur le banc du Milan. On connaît quand même. Aimé, hein? Bien sûr, on connaît le tempérament de cet entraîneur, même quand il était joueur. Oui. Donc voilà, il a eu à donner un gros coup de poing. Il va en donner beaucoup. Apparemment, oui. Mais on a eu dans ce match un Milan décevant et convalescent, tout simplement. Et 2 buts partout à l'arrivée. Le Milan qui pouvait quand même prendre les 3 points pour permettre à Gattuso de s'installer véritablement sur le banc du Milan C. Mais c'est partie remise, surtout que la prochaine journée, on en parlera tout à l'heure. Voilà, donc 2 buts partout. La Juve qui a dominé le Napoli à domicile, 1-0 et qui a marqué. C'est incroyable. Gonzalo Pipita Higuaín, le mal-aimé du Napoli, qui revient à la maison pour marquer contre cette équipe-là. Ils ont eu du mal à digérer cette défaite, surtout que c'est Higuaín qui a marqué. Et cette défaite qui fait du mal au Napoli, qui perd du coup sa première place au profit de l'Inter Milan. L'Inter, malgré les absences de Miranda, Gagliardini et de Vecino, les Nerazzurri n'ont fait qu'une bouchée des hommes de Maran. 5-0. Ils ont donc battu le Chievo Vérone. 39 tirs dans ce match pour l'Inter. Voilà ce qui explique la
totale domination de l'Inter avec un triplé de Ivan Perisic et un but de Mauro Icardi qui marquait son 16e but. Mauro Icardi pisté par le Real Madrid. Oui, 16 buts en 15 journées pour lui. Il est désormais le 10e meilleur buteur de toute l'histoire de l'Inter. Extraordinaire. De l'Inter Milan. La Roma. On parlera du match de la Roma qui était face à Spalferrara. 3-0. Oui. Edin Dzeko qui a retrouvé le chemin des buts et puis un autre but de Strootman. Il est toujours à la Roma, Kevin Strootman? Oui, Strootman. Ça fait longtemps on n'a pas eu de ces nouvelles. Hein. Il a marqué pour signaler sa présence. Voilà, il est toujours là. L'autre club de Rome, la Lazio, était en déplacement à Gênes pour y défier le Samp. Bien, c'est une victoire de la Lazio, 2-1. On parlera également de la victoire de Fiorentina face à Sassuolo 3-0. Crotone qui perd à domicile face à Udinese, 0 but contre 3. 1-0 pour Genoa sur la pelouse du Hellas Vérone. Et puis le match nul, un but partout entre l'Atalanta et Torino. Et une idée sur le classement, on va dire que l'Inter est leader avec 39 unités, c'est ça? Oui, il y a un point d'écart entre l'Inter et le Napoli, un point également entre le Napoli et la Juve, ça veut dire que c'est très serré, ça fait 39, 38 et 37 pour les trois premiers. La Lazio qui est juste au pied du podium. Le Milan se retrouve à la 8e place, c'est difficile pour le Milan. Le Milan qui retrouve... Poursuivi par le fair play financier dans les jours à venir. Ça craint, ils ont essayé de demander une dérogation spéciale, mais l'UEFA qui a refusé. Donc, qu'est-ce que ça va donner? On attend de voir. Et puis, dans la zone rouge, Spalferrara, 18 points. Hellas Vérone, 9 points. Et puis, dernier, Benevento, qui n'a plus 0 points, mais 1 point. Au classement des buteurs, au classement des buteurs, on a en tête Mauro Icardi avec 16 buts, suivi de Tiro Immobile, 15 unités et puis 12 buts pour Paulo Dybala. La prochaine journée démarre demain samedi où on aura Cagliari, Sampdoria de Gênes. Mais le gros match cette 16e journée oppose la Juve à l'Inter Milan. Si on sait que le premier contre le troisième. Exactement. Voilà, si on sait que c'est la Juve qui a offert cette première place à l'Inter Milan, est-ce que la Juve va redonner cette première place au Napoli? On attendra de voir à l'issue de ce match-là. Et puis les autres matchs le dimanche, la Roma qui se déplace à Vérone pour y affronter le Chievo, le Napoli qui reçoit la Fiorentina, c'est un gros match quand même. Peut-être même que la Juve en gagnant prendrait la tête du classement, c'est possible. Et puis Sassuolo, Crotone, Milan C qui reçoit Bologne. Grazie mille, Ezekiel Ayataï. Cette fois-ci, on va dans le pays où les ballons d'or sont rois. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Así suena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. El tiempo de la Liga Española, oui, la Liga, c'est on peut dire le terreau des ballons d'or. Et on va commencer avec ce match, oui, du Real Madrid face, je pense à cette Athletic Bilbao. Ouais, 0 but partout à l'arrivée. C'est la première fois déjà cette saison ou bien la deuxième fois que le Real joue sans marquer de but? C'est la deuxième fois. La deuxième fois. Il y avait déjà eu un 0-0. C'est la deuxième fois. C'est un peu compliqué pour les Madrilènes en Liga cette saison. On n'arrive pas à comprendre ce qui arrive à ces champions d'Europe puisque bien avant ce match, le Barça a été tenu en échec également par Celta Vigo. 2 buts partout et là on se disait que peut-être que le Real Madrid va profiter de ce match face à Bilbao pour réduire un peu l'écart, mais ça n'a pas été le cas. 0 but partout. Peut-être cette envie de pouvoir resserrer rapidement l'écart entre les Madrilènes. Ils n'arrivent pas à se concentrer à jouer plus facile pour gagner. Ils jouent plutôt plus compliqué avec beaucoup de pression. Et la 0 but dans cette rencontre, ça ne fait pas du tout l'affaire de Zinedine Zidane et ses hommes, puisque cette saison, le Barça nous donne l'impression qu'il est là pour gagner la Liga. Vous l'avez dit, c'est juste un rappel, il y avait 0-0 déjà entre l'Atlético Madrid
et le Real. Voilà, et le Real, Donc c'est le deuxième nul cette ouais. saison du Real Madrid. Et pourtant, Cristiano Ronaldo et Benzema sont bien présents. Des petits soucis. Oui, de petits soucis pour ce début de saison. Vous voyez l'écart entre le Football Club Barcelone et le Real Madrid. Donc ça ne réussit pas, ça ne prend pas trop pour l'instant au niveau de la Liga. Donc je crois que c'est un peu l'image que traîne maintenant le Real Madrid, malgré le retour de Ramos, malgré Cristiano Ronaldo, Isco, j'allais dire. Oui. Donc je pense qu'il y a un petit détail à régler à ce niveau. S'ils arrivent à corriger tout ça, ils peuvent retrouver, ou bien ils peuvent faire une deuxième partie de saison assez tonitruante comme ils en ont l'habitude. Mais pour l'instant, c'est un peu calé. C'est un peu calé. Il faut qu'ils parviennent à débloquer la situation. Autrement, le Real qui se fait devancer par Valence, par l'Atlético Madrid également qui est devant. Il y a un détail à régler. Et dans ce match, avant de retrouver Ezekiel, Armel, où se situe le problème du Real à votre avis? Chaque chose qui est appelé à monter est aussi appelé à descendre. C'est le trou, le moment de trou. La période de vache maigre. Voilà, pour cette équipe-là. Mais il y a des petits soucis qu'on n'arrive décidément pas à résoudre. Lesquels? D'abord, quand moi je suis entraîneur, il y a un joueur, excusez-moi, tout le temps qui, ne se contrôle pas. Voilà, vous pouvez parler de qui? De Ramos. Parce que la dernière fois, il a pris un carton rouge. Voilà, et il est le joueur le plus expulsé de l'histoire de la Ligue. La 19e fois. Voilà quoi. Derrière, si le Real a peut-être été dominé, ce serait de sa faute. Puisque c'est un défenseur central, il aura laissé sa place. Très important. Donc à un moment, il faut lui tenir un discours ferme, de se contrôler. Et puis derrière, il y a aussi les problèmes de riches, tout simplement pour le Real. Ce n'est quand même pas le banc qui manque pour cette équipe-là, que ce soit les titulaires ou les remplaçants. Mais comme je l'ai dit, c'est une mauvaise période que va passer le Real. Oui, mais en même temps, il faut dire que le Real n'est pas encore sorti de ses problèmes parce que je pense que Ramos va encore manquer, Varane également qui est blessé. Donc, pour une défense qui sera totalement décimée, le Real n'est pas au bout de ses peines. Peut-être que le Real doit déjà oublier la Liga et se concentrer peut-être sur la Ligue des Champions. On attend de voir. Rapidement, votre avis là-dessus? Oui, c'est clair. C'est une défense qui est quand même plus solide avec Sergio Ramos. Dès qu'il n'est pas là, c'est une défense qui flotte beaucoup. Maintenant, voilà qu'il a encore pris un carton rouge et sera absent. Et surtout que la prochaine journée, ce sera face à Séville. Donc là, le Real qui va jouer sans Casemiro, sans Ramos, sans Carvajal. C'est le joueur important. La défense qui est partie, c'est difficile. Ah oui, c'est très difficile. Je me dis, est-ce que Zidane est en train de perdre encore des cheveux? Je ne saurais le dire. On va s'intéresser en ce moment, oui. En ce moment, oui. FC Barcelone qui recevait donc Celta Vigo. Il a fait un nul partout. FC Barcelone surpris du reprise par les visiteurs. Déjà, Lago Aspas, le meilleur buteur de Celta, qui inscrivait son 8e but. On voit Léo Messi qui va égaliser à la 22e minute. Et puis Celta Vigo va reprendre l'avantage grâce à Gomez à la 70e et Suarez va égaliser à la 82e minute et ça fait le 2-2 pour le FC Barcelone contre le Celta Vigo. Atlético Madrid, je crois a trouvé la potion magique maintenant dans son nouveau stade. 2-1 face à la Real Sociedad avec un Filipe Luis. Je crois que c'est son premier but de la saison. Et puis Griezmann qui signait son 5e but de la saison contre son ancien club. Voilà. Et ça fait le bonheur du Français. Getafe qui a surpris agréablement à domicile face à Valence, 1-0. Je pense que ça a été un exploit, si on le dit, pour le promu, parce que Valence qui fait pour l'instant une très bonne saison, deuxième au classement, qui se fait battre par Getafe. Ça a été une surprise, mais agréable pour le Togolais. Ah oui, et du coup Getafe qui monte à la 8e position. C'est magnifique, hein. On va donner un autre score, peut-être Séville qui bat la Corogne 2-0. Ben Yedder a marqué un but dans cette rencontre. On va jeter un coup d'œil rapidement sur le classement. Le Barça qui garde la première place avec 36 points, 31 pour Valence, deuxième. Atlético Madrid, le troisième avec 30 points. Real Madrid au pied du podium avec 28 unités. 28 points également pour Séville, cinquième. Sixième, Villarreal, 21 points. Getafe, huitième avec 19 points dans le bas du classement. Las Palmas, 10 points, 9 pour Alaves, 19e. Et puis Malaga, 20e avec 8 points. Au niveau des buteurs, seul Léo Messi dans le trio a marqué. Ça fait 13 réalisations pour l'Argentin. Simone Zaza est à 9 buts. 9 buts également pour Bakambu.
On parle de la 15e journée qui démarre ce soir avec un match à l'Aves Las Palmas. Demain samedi, Getafe reçoit Aibar. Real Madrid joue contre le FC Séville. Ça va être un très gros match également pour les Madrilènes. La Couronne Leganés, Valence, Celta Vigo. Un match à suivre également de près. Dimanche, Real Sociedad Malaga, Betis Séville, Atlético Madrid. Levante, Athletic Bilbao. Et puis Villarreal qui reçoit Barça. Un match également compliqué pour les Barcelonais. Et puis la 15e journée prend fin lundi avec Espanyol Barcelone. Gérone. Tout est dit. On parlait sur du cette Liga début de espagnole. saison compliqué de l'Atlético, mais à notre grande surprise, l'Atlético reste la seule équipe invaincue même de ce championnat avec le Barça. Oui, bien sûr. Merci de le préciser. L'Atlético qui va jouer la Ligue Europa. J'aime bien. Peut-être pour la remporter. Peut-être pour remporter la Liga. Ces derniers temps, voilà. Non, mais c'est mieux parce que c'est désormais la mode. Oui, c'est la mode. La Champions League, c'est pour aller se faire battre en finale par le Real. Donc, on va aller jouer la Ligue Europa. Il a raison. Fini pour la Liga. Muchas gracias, Romeo. La suite. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. La Bundesliga avec le Bayern qui est toujours patron de ce championnat. Oui, pas de problème pour les Bavarois qui ont réagi en dominant Hanovre 3-1. Vidal, Coman, Lewandowski ont marqué pour les Bavarois. Et déjà en début de semaine, il y a une semaine, bien précisément, sûr. Fribourg et Hambourg faisaient jeu égal 0 partout. Werder domine Stuttgart 1-0. Le Bayer Leverkusen a réussi le nul face au Borussia Dortmund qui ne se retrouve pas. Un but partout. Kevin Volland a marqué pour le Bayer. Et puis Yarmolenko, le successeur de Dembélé, qui a marqué pour le Borussia Dortmund. Offenheim a véritablement dynamité Leipzig 4-0 s'il vous plaît, et 2 buts de l'international allemand d'origine ivoirienne. Exactement. Serge Gnabry, l'ancien d'Arsenal qui a marqué 2 fois. Mayence Augsbourg 3-1 pour Augsbourg avec un doublé de Alfred Finnbogason. Schalke 04 et Cologne ont fait jeu égal 2 partout. Hertha 1, Francfort 2. On va rappeler que Kevin Prince Boateng a marqué. Il a réagi. Wolfsburg et Mönchengladbach 3-0 pour Wolfsburg. Au total, avec un bijou de but de Joshua Guilavogui. Magnifique but. Magnifique. Je l'ai pas vu de l'extérieur de la surface de réparation. Très joli pour lui, selon les commentateurs en tout cas. Et au total, 25 buts ont été marqués, une moyenne de 2,66 par match, 6 victoires, dont 2 à l'extérieur, et puis 3 matchs nuls. Au niveau des classements à l'arrivée de cette 14e journée, le Bayern, vous l'avez dit, est toujours en tête. 32 points, suivi de Leipzig, 6 points derrière, 26, deuxième, troisième, Schalke 04, 25 points, 24 points pour Mönchengladbach, 4e, et puis 5e, Offenheim, 23 points, 14e au bas de tableau, naturellement, Mayence, 15 points, 15e Hambourg, 14 points, 16e Fribourg, 12 points, 17e Werder, 11 points, et puis Cologne qui ferme la marche avec juste 3 petits points. Les buteurs, Lewandowski qui se détache un tout petit peu, 14 buts maintenant, derrière Pierre-Emerick Aubameyang, 11 buts, un nouveau sur le podium, Kevin Volland du Bayer Leverkusen avec 9 buts, et 2 coéquipiers qui terminent le top 5, Finn Bogason qui a 8 buts, et puis Michael Grigoric qui a 7 buts aussi. Et meilleure attaque, Bayern Dortmund, 34 buts. Et puis la meilleure défense est bavaroise, juste 11 buts encaissés. La 15e journée, elle commence dès ce soir avec ce match entre Stuttgart et le Bayer Leverkusen. On aura Dortmund-Werder. Ça aussi, c'est un classique. Même si le Werder, cette saison, est complètement à la rue. Bon, on verra bien, les deux équipes sont en difficulté. On verra ce que ça va donner. Hambourg, Wolfsburg, Francfort, Bayern de Munich, Leipzig qui reçoit Mayence, Mönchengladbach joue contre Schalke 04, Cologne, Fribourg, Hanovre, Offenheim, et puis Augsbourg, Hertha Berlin. Et on a également appris comme quoi Carlo Ancelotti est sorti de son silence au départ de ce licenciement.
quand on lui posait la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé, il avait dit vaut mieux se taire et regarder l'avenir. Et il a décidé de sortir de son silence. Il a dit qu'il a été abandonné par ses patrons. Vous savez, les joueurs qui ont l'habitude de rentrer chez les responsables pour se plaindre et autres. Quand c'est comme ça, vous n'avez plus de personnalité, de crédibilité dans le vestiaire. Je crois que tout est parti de là. Il est quelque part lâché par la pression des joueurs. Il s'est tout d'abord mis ses joueurs, ses cadres dans le dos. Je parlais de Boateng, je parlais de Ribéry, Matt Hummels et puis tous les autres. Donc il n'a pas réussi à le faire. Bon, on va dire que c'est une bonne décision pour les dirigeants bavarois puisque l'équipe gagne maintenant. Justement, Jupp Heynckes est en forme avec le Bayern et cette fois-ci, on va de l'autre côté. Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Fifi, on commence avec quel match du côté de la Ligue 1? On commence avec Strasbourg-Paris Saint-Germain. Ah, vous avez fait le bon choix. La 16e journée de la Ligue 1 française a animé avec la première défaite du Paris Saint-Germain. Un tremblement de terre, hein. Ben, mais c'est ce qu'on a lu à la une des journaux. En Angleterre, en Espagne, en Italie, on s'est dit mais comment un promu peut battre oui, ça peut arriver. Boba, c'est arrivé. C'est Strasbourg le promu qui a quand même battu le Paris Saint-Germain par 2-1. Oui. Et le but du Paris Saint-Germain a été inscrit par Mbappé. Et voilà. Et bon. Non, n'y allez pas. On va commenter ce match. C'est difficile. Armel, oui, la dernière fois, on a vu des Parisiens frustrés, désabusés, complètement, on peut dire, bousculés par cette formation strasbourgeoise. Et moi, j'ai retenu une leçon, c'est que Edison Cavani est décidément l'homme providentiel du Paris Saint-Germain. Même si on essaie de nous vendre Neymar à 222 millions avec tout ce qui essaie. En tout cas, ils nous ont vendu. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que, vous savez, Paris souffre d'une chose, mais les dirigeants ne s'en rendent pas encore compte, c'est que quand vous voulez créer une grande équipe européenne, à l'image du Barça, du Bayern ou du Real, aucun joueur n'est plus important que l'institution. Voilà. Je me souviens quand, avec le transfert de Dani Alves, on disait peut-être l'homme qui va nous faire gagner la Ligue des Champions. À un moment, on met ces joueurs-là devant tout le monde, devant même l'institution qu'on essaie d'élaborer du côté de Paris. Et bien, ces hommes-là prennent la grosse tête. Neymar, qui était là, pourtant battu par Strasbourg, ça veut dire qu'à un moment, le collectif même est lâché. On sait que quand un joueur veut en faire trop, il n'est pas forcément vu par un bon œil par ses coéquipiers. Voilà. Et il faut comprendre aussi que dans ce genre de match, quand ça ne veut pas rentrer, ça ne veut pas rentrer. Paris n'a pas été battu parce que Paris n'a rien fait. Paris a eu, je pense, plus de 20 tirs. Voilà, mais voilà quoi. C'était Strasbourg qui était dans un jour, c'est ça le football, avec 2 occasions, 2 buts. Il fallait le faire et voilà, c'est le genre de défaites qui vous permettent de vous remettre en question, de se dire que quel que soit ce qui arrive, Paris n'est pas encore invincible. Ézéchiel, Paris redescendu sur terre après cette défaite-là à la Méno? Oui, je pense que c'est normalement une défaite. Vous étiez surpris? Oui, surpris parce que c'était quand même un match largement à la portée des Parisiens. On se plaignait ou on se disait pourquoi Emery n'observait pas de turnover pour permettre à ses cadres de se reposer. Et voilà, ça a été le turnover fatal pour lui. On comprend mieux peut-être pourquoi il Est-ce que ça complique son travail? Véritablement, absolument, ça complique son travail parce que s'il faut avoir des joueurs sur le banc qui ne peuvent pas faire souffler les habituels titulaires, là ça devient difficile parce que si les mêmes joueurs vont faire toute la saison sur tous ces tableaux-là, le championnat, la Ligue européenne des champions, la Coupe de la Ligue et la Coupe de France, je pense que ça va être compliqué. Ils vont finir sur les rotules. Et là, vers la fin de la saison, le Paris Saint-Germain aura une saison super compliquée. Donc, je pense que Unai Emery a des soucis à se faire. Et même si déjà on pense à le remercier. Donc, cette défaite
complique véritablement la situation au Paris Saint-Germain et montre les faiblesses de ce Paris Saint-Germain-là. Il n'y a que les mêmes qui peuvent faire la différence. Là, ça crée un problème. Il faut quand même saluer la performance de Strasbourg, Roméo Hétor. Oui, c'est une sacrée performance du promu Strasbourg qui a pu battre le géant Paris Saint-Germain. Je crois qu'aujourd'hui, les Parisiens sont victimes de leur propre communication. Parce que quand une équipe, on met Neymar au-dessus de tout le monde, on pense que c'est Neymar qui va gagner la Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. Je crois que c'est une erreur. Parce que c'est une équipe, après tout, ce n'est pas Neymar seul qui fait le Paris Saint-Germain. Neymar, on sait que c'est un joueur talentueux. Avec le Barça, on a vu ce qu'il a fait. Et maintenant, avec le Paris Saint-Germain, si Neymar n'arrive même pas à faire le quart de ce qu'il a produit au FC Barcelone, où on sait que la Ligue 1 Conforama est à sa portée, il peut marcher, écraser même ce championnat. Et on ne sent pas pour l'instant l'implication de Neymar du côté des Parisiens. Je crois que le Paris Saint-Germain aujourd'hui doit se poser assez de questions concernant sa communication, concernant même le coach. Vous remettez l'équipe là du Paris Saint-Germain à un Pep Guardiola, peut-être il va vous gagner la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain a des meilleurs joueurs, mais comment le Paris Saint-Germain n'arrive pas à se transcender, à gagner des matchs importants comme celui joué contre le Bayern Munich? C'est parce que Jupp Heynckes, pour revenir un peu sur ce match, a su inculquer une autre philosophie, une autre mentalité aux Français de cette équipe, parce que ce sont ces Français-là qui ont battu le club français de Paris Saint-Germain. Oui. Je crois que c'est ce qui manque maintenant à Unai Emery. Il va falloir chercher un autre entraîneur capable de tenir cette équipe-là. On va s'intéresser à Marseille également. Oui, mais en même temps, il ne faut pas trop tirer. Ça peut arriver, on s'attendait. Ça peut arriver parce que ça avait tous des hommes qui jouaient. Tirer sur le Paris Saint-Germain quand même, à un moment donné, c'est possible de perdre des matchs. C'est maintenant, ils ont perdu face à Strasbourg. C'est regrettable parce que Strasbourg est un promu, mais Strasbourg a cru en sa chance et Strasbourg a joué un très grand match face au Paris Saint-Germain. C'est ahurissant. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est ahurissant que Paris, avec même les remplaçants là, n'arrive pas à battre. Hein. On dit que ces remplaçants les remplaçants n'ont pas aussi de qualité que vous avez Di Maria, Pastore comme remplaçant et voilà, ces gars n'arrivent pas. Ce sont les deux qui font la tête. Quand ils ne sont pas titulaires, ils font la tête. Il y a ces joueurs, d'accord, mais quel est leur statut aujourd'hui dans le club? N'oubliez pas que Pastore et Di Maria en ont marre de jouer sur le banc ou bien de rester sur le banc. Et ils n'ont pas leur tête au Paris Saint-Germain. Mais ça se comprend pourquoi ils sont sur le banc. Ils ont des envies d'ailleurs. Ils ont des envies d'ailleurs. Ils veulent partir parce que là, ils en ont marre. Parce que là, Mbappé est arrivé et la question qu'on se pose, juste le premier turnover et puis le Paris Saint-Germain qui tombe. Face à quelle équipe au promu? Strasbourg. Ils étaient incapables de réagir. Moi, je pense que Strasbourg qui a pris 4-0 face à Lyon, 3-0 face à Monaco. Je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas seulement tirer sur l'entraîneur. Les joueurs eux-mêmes sont responsables. Ce match-là, ils pouvaient le gagner s'ils sont concentrés. Ils avaient la tête déjà au match contre le Bayern. Et justement, donc, ce match, ils n'ont pas gagné. On va s'intéresser à Marseille, qui se déplaçait je pense, à Montpellier. Ça fait un but partout. Un match, un but polémique également. Marseille qui reste invaincu. Qui reste invaincu. 14 matchs, c'est ça? Je crois 12 ou 13 matchs. 13 matchs, il reste invaincu. Mais dans cette rencontre, on est en train de crier sur l'arbitrage parce qu'on disait que Marseille a marqué sur penalty, qu'il n'y avait pas penalty. Ensuite, il y a eu un but de Montpellier refusé en fin de partie et tout ça. Mais à la fin, Marseille reste invaincu. Encore une fois, et c'est Thauvin qui est l'homme en fort de Marseille à ces derniers moments qui marque un contre sur penalty pour Marseille. L'Olympique Lyonnais également qui gagne face à Caen. Et Lyon qui gagne en déplacement 2 buts contre 1 et face à Caen, Cornet et Mariano Diaz ont fait le boulot du côté de Lyon. Saint-Etienne qui a été tenu en échec par Nantes, 1 but partout, et Lille qui va beaucoup mieux 1-0 face à Toulouse depuis le départ de Marcelo Bielsa. Monaco qui a dominé Angers 1-0, un but de Falcao. Nice qui a dominé Metz de service, ça ne va pas du tout. 4 points depuis le début de la saison, 3 buts à 1 pour Nice. Rennes qui bat Amiens 2-0 et puis 3 qui a été battu à domicile par Guingamp. 0 but contre 1. Au classement rapidement, le Paris Saint-Germain est toujours en tête avec 41 points, suivi de Lyon 32 points, Monaco 9 points d'écart. 9 points d'écart et Monaco et 32 points également, Marseille 32 points. Les 3 qui suivent le Paris Saint-Germain ont 32 points et Nantes qui est 5e avec 25 points. En bas du classement, on retrouve Toulouse 16 points, Angers 14 points, FC Metz 4
points. Oh, Ce sera vraiment difficile pour Mathieu de Service. La prochaine journée, la 17e. La 17e, ça commence dès ce soir. Bordeaux qui reçoit Strasbourg. Oui. Et le PSG demain qui reçoit Lille. Angers qui joue Montpellier. Guingamp qui joue Dijon. Oui. FC Metz qui reçoit Rennes. Et puis Monaco qui joue Troyes. Toulouse, Caen. Amiens reçoit Lyon. Oui. Nantes joue Nice. Et puis Marseille joue Saint-Etienne pour clôturer la 17e journée. Et ce sera dimanche à partir de 20h temps universel. Les meilleurs buteurs rapidement, Cavani 17 buts en 15 matchs. Falcao 14 buts en 13 matchs. Mariano Diaz 12 buts en 16 matchs. Fekir 11 buts en 13 matchs. Et puis Neymar 9 buts en 12 matchs. Mille merci, Sa Majesté Tufia Sagbavi. Cette fois-ci, on va rester dans le jingle, le générique Plateau Foot Europe pour parler de la 13e journée de la Super League. C'est pas la Super League. Istanbul Başakşehir d'Adebayor qui gagnait la dernière fois 1-0 face à Osmanli Sport. Et au même moment, Beşiktaş douchait Galatasaray 3-0. Et du coup, Istanbul est leader pour la première fois cette saison. Oui, je crois que c'est bien pour cette équipe qui a de l'ambition. Vous allez voir qu'ils sont allés chercher des joueurs d'expérience comme le Français Gaël Clichy, oui. Emmanuel Adebayor pour renforcer le groupe. Donc, je crois que c'est un jeune club mais puissant. Quand on a derrière le président de la République turque, Recep Tayyip Erdogan, on comprend. Et c'est millions. Voilà, on comprend. Donc, je pense que le club a les moyens de ses ambitions et pour l'instant, c'est bien pour le capitaine des Éperviers qui a 8 buts à son actif. Donc, un penalty et voilà, le meilleur buteur c'est Bafé avec Galatasaray. Donc, je pense que c'est bien pour ce club qui se révèle dans le championnat turc qui est entre-temps un peu perdu au niveau de l'Europe. Maintenant, ils sortent un peu le nez et je pense que c'est du bien parce que là, il y a de grands joueurs dans ce championnat, Eto'o et tous les autres. Et même un certain Robin Van Persie également fait partie de ce championnat. Oui, c'est... Vous pensez qu'Istanbul peut rêver du titre cette saison? Oui, c'est possible. C'est possible puisque l'autre équipe qu'on craignait dans ce championnat est véritablement en méforme, très, très, très en méforme. Je veux parler de Galatasaray qui avait perdu 5-1 face à Başakşehir avec un triplé de Emmanuel Adebayor qui perd dans la foulée aussi face à Beşiktaş. Donc je pense que Galatasaray n'est pas en forme et ça profite tout simplement à Istanbul Başakşehir. Donc ils peuvent quand même garder le cap. Et Emmanuel Adebayor et ses coéquipiers et pourquoi ne pas finir la saison en tête de ce championnat. Et Emmanuel Adebayor, 5e meilleur buteur de ce championnat. Oui, c'est bien parce qu'on sait qu'il y a des buteurs dans ce championnat comme Eto'o, Emmanuel Adebayor qui se sent à l'aise du côté de ce club-là. Je pense que c'est bien puisque Başakşehir qui a même devant Fenerbahçe, des clubs Beşiktaş qui va jouer le deuxième tour de la Ligue des Champions. Ça veut dire simplement qu'il y a un énorme travail qui se fait avec Başakşehir et la prochaine journée doit permettre à ce club de pouvoir garder sa distance et prier que ses adversaires ou ses poursuivants immédiats perdent parce qu'il n'y a qu'un seul point entre le premier et le deuxième. Justement, et la 14e journée, pourquoi Istanbul, bébé Istanbul, parce que j'ai du mal à... J'ai vraiment du mal à prononcer le nom du club. Et doit être premier, doit terminer premier pour pouvoir jouer directement la Ligue des Champions puisque en Turquie, le deuxième doit passer par les barrages. Et la dernière fois, ils ont terminé deuxième, ils ont dû batailler, mais ils ne sont pas arrivés à se qualifier. Donc pour retrouver Adebayor en Ligue des Champions, il faut que son club termine premier. Ce qui est sûr, Cheikh doit remporter un trophée. C'est important. Il lui manque un trophée. Il n'a eu qu'un seul titre collectif, la Coupe du Roi, c'était en 2012. Un joueur de ce calibre-là. En tout cas, personnellement, moi, je voudrais qu'il se mette cela dans la tête, surtout que les conditions sont favorables. Les millions d'Erdogan. On a le Turkish Airlines qui est là. Et on a des joueurs des déceptions. Après, vous passez à la comptabilité. La 14e journée, Sivasspor reçoit Istanbul, ce serait dimanche à partir de 13h30. Il faut qu'il gagne. Il faut qu'il gagne. Et puis le poursuivant immédiat d'Istanbul, c'est Galatasaray qui reçoit Akhisar. On va s'intéresser aux termes sportifs dans cette émission, le dossard. Le dossard, Ezekiel Ayataï,
Parlons-en. Oui, mais en termes simples, le dossard, c'est un morceau de tissu que portent les participants d'une compétition sportive par-dessus leur tenue, sur lequel est inscrit dans le dos ou sur la poitrine leur numéro d'identification. Exact. Donc, dossard 4, dossard 5, voilà, c'est le numéro par lequel on identifie un joueur. Voilà, comme au départ c'était souvent dans le dos, donc d'où l'appellation dossard. Donc faut quand même faire attention à ne pas dire dossard numéro. Justement, c'est important. C'est une expression qui ne se dit pas, c'est ça. C'est la tautologie. C'est une tautologie. Parce que déjà quand on parle de dossard, c'est numéro. Voilà. Ça fait référence à un numéro. Et pour vous, quel est le dossard le plus aimé par les joueurs de football? Il y en a beaucoup. Il y a les 7, il y a les 10. Il y a les 7, il y a les 10. Il y a les 9. Gildas, il aime le 10. Oui, mais c'est parce que à l'époque, les dossards partaient de 1 à 23. Oui, justement, pour le nombre. nombre. C'est le gardien, le 2, c'est le latéral. Vous voulez trouver les dossards bizarres. 99. Voilà. 45. On peut parler de 99. En Italie, par exemple. 45. Et à 70. On se souvient d'un attaquant qui portait le 9, mais quand il était arrivé à l'Inter, il y avait déjà un numéro 9, donc il a mis 9 plus 9 à 99 à l'époque. Je pense que c'était le Chilien Zamorano à l'époque. L'hélicoptère. Voilà, donc, et puis la donne a changé. Avant, les attaquants, c'était plus le 9. Maintenant, on voit un Cheikh qui porte un 4. On voit Moussa Mazou, un 2. Ça, c'est étrange. C'est Nigérien. Souvent les deux. Voilà, quoi. Voilà. Vous voyez par exemple Diana Samoa, buteur qui porte le 3. Donc, et vous, Franck, vous aimez quel dossard? Non, moi je n'ai pas de particularité. Il y a une superstition par rapport autour, peut-être pour les grands joueurs. Moi, j'en sais rien. Bien sûr. Et puis il y a des joueurs qui s'en ont approprié des numéros. Vous prenez Balak, il n'a jamais voulu se séparer du 13. Ça a été même une dispute entre lui et Gallas. Justement, à Chelsea. Voilà, à Chelsea. Donc, le 13 qui ne lui a jamais porté chance. En plus, il n'a jamais rien gagné avec. Mais... Nous rappelons que les auditeurs peuvent nous appeler sur le 22 37 73 50 pour donner leur avis, leurs commentaires sur le sacre. Le 5e ballon d'or de Cristiano Ronaldo. Pendant ce temps, nous, on continue toujours en studio. Tout simplement pour porter peut-être une précision. C'est vrai qu'on parle de dossard. Tu gardes la pensée. Il y a un auditeur. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Angelo Foluco. Comment tu vas? Je vais bien. Présentez-vous, s'il vous plaît. Badé. Ah oui. Kao Carré, comment tu vas? En pleine forme, on ne s'en plaint pas. Alors, Cristiano Ronaldo, 5e ballon d'or. Ah oui, c'est énorme, on s'entendait à ça, et c'est pas une surprise, même si Roméo a dit que c'est Cristiano qui va la porter, alors Roméo a dit. Alors, je ne peux pas la voir pour vous remercier tout ce que vous faites pour nous, même si on n'a rien à vous donner, et avec notre voix, on vous soutient. Merci. Même si vous avez un peu, amenez-nous ça, on va les prendre. Merci beaucoup, Kouadé. Ezekiel, vous aviez la main entre-temps? Oui, je parlais de dossard. C'est vrai, on a dit c'est un numéro d'identification des compétiteurs. Voilà. Mais on sait qu'en athlétisme... Dans tous les sports, hein? Pas dans tous les sports? Bon, mais on sait qu'en athlétisme, souvent, on parle de cuissard parce que justement. Le numéro, c'est au niveau de la cuisse. Voilà. Merci pour la précision. Un autre auditeur en ligne. Bonjour, bienvenue. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Good morning. Good morning, Mounirou. Quand GP. How are you? I'm fine today, and you? How are you today? Fine. Nous vous écoutons. Angelo. Oui. Je dis bonjour à vous. Merci beaucoup. Comme mon grand-père vient de prononcer, comme Renaud a dit quelque chose de fait, donc il n'y a pas de discussion encore. C'est ça. Ce que vous faites, monsieur, c'est que vous êtes là-bas. Merci. On n'est rien à vous dire. On vous dit de presse chaque vendredi à 9h. Et je dis bonjour à toute la personnalité à côté de vous. Merci. La reine des reines. Comment ça va? Ah, Fifi, on te dit. Bonjour à Franck. Ça va bien. Je dis bonjour à Ezekiel Ayataï. Oui. Franck Binama, Amel Wadan. Cristiano, il est bon, il est fort, n'est-ce pas?
Il est parti. Il est déjà parti. Ok, nous on revient en studio. Il avait un objectif. On va s'intéresser cette fois-ci à deux questions des auditeurs. La première, elle est de Kossi Badja. Il pose la question à savoir, est-il possible de voir un transfert plus coûteux que celui de Neymar? Surtout à Caen, c'est la question. C'est ce qu'il faut se demander. Voilà. Non, Neymar a coûté 220 millions. Venez chercher Messi ou Cristiano, vous avez le voilà. Puisque la clause libératoire de Cristiano Ronaldo est déjà fixée à 1 milliard d'euros. Donc si un club veut se payer le luxe d'avoir Cristiano Ronaldo dans son club, il faut débourser libre à lui. Voilà, il faut débourser 1 milliard d'euros. Donc allez-y comprendre quelque chose. Oui. Je crois que M. Kossi Badja a ça. Bonjour. Bonjour. C'est une femme. C'est Kossi le Madeleine. Nous vous écoutons. Je vous salue là-bas, d'abord. Oui, merci. Le sac de Cristiano Ronaldo, c'est très 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 bon. C'est énorme. Il a fait un bon travail. Vous êtes très content? Ah oui. Très 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 content pour lui-même. Bon, je vais pour devenir au moins le meilleur joueur d'Afrique un jour encore. Pourquoi pas? Oui, c'est le travail qu'il fait. Je vous remercie. Pourquoi pas? Merci beaucoup. Il y a un autre auditeur en ligne? Non, pour le moment. On parlait justement de ce transfert plus coûteux de Neymar. Ezekiel parlait de Cristiano Ronaldo qui a une clause libératoire estimée à 1 milliard d'euros. Oui, même aujourd'hui, lorsque vous voulez payer Messi, c'est plus cher. Isco et tous les autres, ils sont au-delà de 700 millions d'euros. Ah donc, oui, justement. C'est déjà fixé. Un auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Pardon? C'est JB de Tchèqueport. JB de Tchèqueport. Oui. Bonjour, comment vous allez là-bas? Concernant le ballon d'or là. Oui. J'aimerais savoir qui est le meilleur entre Messi et Cristiano. Oh là là. Eh bien, je vais laisser la parole au spécialiste. Hein. Pour cette année. Pour cette année. Oui, pour cette année, c'est celui qui a le ballon d'or. Oh non. Là, on sent que c'est... Vous n'êtes pas d'accord? Cette année, c'est Cristiano qui a été le meilleur. Qui est le buteur de cette année? En fait, je comprends ce qu'il a voulu dire. Allez-y. Quand vous prenez les performances des deux hommes, il n'y a pas photo. Messi est devant. Mais maintenant, c'est par rapport aux titres gagnés qui ont marqué vraiment, qui ont permis à Cristiano de l'emporter. En quoi Messi Messi, par exemple, dans le championnat espagnol, il a été meilleur buteur. Cristiano était très loin. Même en Ligue des Champions, même si Cristiano a terminé meilleur buteur, il n'était pas... je pense qu'il a marqué 2 buts de plus que 2 buts. Mais il a gagné des trophées importants. Voilà, dans les phases de poule, Messi était largement. Vous gardez la pensée et on va prendre un auditeur en ligne. Bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Il est parti. Oh là là, vous pouvez nous revenir en composant le 22 37 73 50 pour donner vos commentaires concernant le 5e sacre. Il est là. Bonjour auditeur. Bonjour à vous, Philippe. Oui, nous écoutons. Présentez-vous. C'est Gildas Ladri. Bonjour Gildas. Alors nous vous écoutons. Diminuez ou soit éloignez-vous du poste récepteur, s'il vous plaît. Ok. Juste au fait du Cristiano Ronaldo avec ses objectifs. Oui. De passer le Messi. Je pense que 2018 serait de passer Messi dans la Coupe du Monde. Et ça peut se faire en plus. Aujourd'hui, Dieu me fait d'avoir, nous sommes toujours à l'écoute. Oui. Et avant de le aussi, voilà. Merci beaucoup, Gildas. On va s'intéresser à la deuxième question. Elle est de Serge Ditry. L'absence de Paul Pogba peut-elle pénaliser Manchester United dans le derby dimanche? Oui, bien sûr, bien sûr, parce que ces affiches-là, c'est aussi les affiches des stars. Ça fait de l'argent, oui. Voilà. Et autre que ça, c'est un leader technique de l'équipe tout simplement. C'est lui qui dépose le jeu, c'est lui qui l'oriente. Donc ça va forcément peser sur Manchester United. J'espère que oui, la réponse a été tout simplement bien réfléchie et donnée. Pogba est un auditeur en ligne, Ezekiel, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, présentez-vous oui, s'il vous plaît. C'est M. Abdouraouf.
Monsieur Raouf, bonjour. Nous vous écoutons. Oui, bonjour, monsieur. Bon, je voulais participer à l'émission. Oui, vous y êtes. Oui, bon, je voulais savoir, bon, Ballon d'Or, là, est-ce qu'on pouvait changer le nom de meilleur joueur, bien c'est meilleur buteur? C'est ce que moi, je voulais savoir. D'accord. On va vous donner dans quelques instants la réponse. Il voulait savoir si le Ballon d'Or est attribué au meilleur buteur ou au meilleur joueur, au meilleur footballeur. Oui. Mais c'est les deux réunis. Pour moi, c'est les deux réunis. Ceux qui arrivent quand même à aligner les grosses performances, à avoir un impact dans les résultats de leur club ou bien dans leur sélection aussi. Je crois que c'est tout ça là mélangé qui fait le Ballon d'Or. Lorsque vous voyez le parcours de Cristiano Ronaldo, il a gagné la Liga, il a gagné la Ligue des Champions et il a pesé au niveau de Super Coupe d'Europe, Super Coupe d'Espagne. Donc je pense que c'est les. Je crois que c'est vrai, la question de l'auditeur elle est pertinente parce que quand vous prenez Cristiano Ronaldo, il n'est pas seul avec le Real, certes il marque, mais derrière il y a des défenseurs, surtout le portier, qui fait également un énorme travail. Mais sauf que dans cette Sergio situation, Ramos qui a été voilà, énorme. c'est le joueur le plus spectaculaire, le joueur le plus décisif, le joueur le plus direct. Qui est directement impliqué, c'est lui qui est récompensé. Je crois que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui les attaquants sont les plus primés dans cette situation-là. Oui, mais Joe, la problématique, hein, il faut un Ballon d'Or à chaque poste. Moi, je suis pour. Ça, c'est votre avis, n'est-ce pas? Oui, je suis pour. Pour les latéraux, les attaquants, les milieux de terrain, les défenseurs, prenez le Real. Quand vous voyez l'influence qu'a un Modric, par exemple. Dans le jeu, Casemiro, Toni Kroos. On ne sait pas par quelle alchimie. On va me faire croire que Cristiano est plus joueur que Modric. Voilà. Mais seulement Cristiano est plus décisif. Voilà, c'est lui la star. Et puis, il y a l'effet de toute la visibilité de ces hommes-là. Voilà. Et on espère. Il y a un joueur au niveau du Real qui, pour moi, c'est lui le meilleur joueur du Real Madrid. C'est lui qui fait gagner le Real. Quand il est en forme, le Real va très 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 bien. C'est Marcelo. Mais bizarrement, on ne parle pas de lui. Il n'y a pas les projecteurs ne sont pas sur lui. Mais je pense que c'est un joueur très important dans le dispositif du Real Madrid de Zinedine Zidane aujourd'hui. Mais malheureusement. Oui, allez-y. Ah oui, bonjour. David, c'est pour l'émission. Allez-y, monsieur Agéro. Oui. Revenons un peu en arrière. Si on parle, c'est JB encore. Pardon? C'est JB. C'est encore JB. Oui, JB, nous écoutons. Oui. Si on parlait des trophées collectifs là. Oui. Et en 2013, Ribéry avait tout gagné dans le Mais justement. Justement. Mais Cristiano avait eu le Ballon d'Or. À cause de sa performance individuelle. Soyons clairs, Oui, c'est ce qu'on est en train de dire. On va vous expliquer un peu, on va remettre les choses en ordre. Les Ballons d'Or, entre-temps, étaient organisés par la FIFA. Il y a, je pense, 2 années seulement que France Football a récupéré son prix. Et cette fois-ci, c'est un panel de 176 journalistes qui votent pour le Ballon d'Or. Oui, et quand le Ballon d'Or était décerné par France Football, on a vu des défenseurs qui ont été primés. Cannavaro, par exemple. La FIFA, plus. Non, pas France Football. On a vu l'Allemand du Borussia Dortmund, Matthias Sammer, qui a été Ballon d'Or entre-temps. Mais depuis que la FIFA a pris les choses en 2010. Et on a impliqué beaucoup de gens maintenant. Exactement. Voilà, donc c'était plus les performances individuelles qui ont été primées. Maintenant, France Football a repris, donc on comprend que ce soit les performances collectives, mais sans oublier les performances individuelles, les deux qui sont prises en compte pour quand même décerner ce Ballon d'Or. Je pense que notre ami JB doit comprendre. Moi, ce que je voulais ajouter, c'est que et on passe au top africain. Oui, Amel disait qu'il faut Ballon d'Or individuel à chaque poste, par exemple. Mais moi, je me dis, il faut plus regarder les performances individuelles des joueurs, même que si c'est un gardien, même si c'est un défenseur, il faut que ceux qui ont la chance de voter pour désigner ces joueurs-là voient également les performances. J'ai l'impression que maintenant, depuis un moment, tout le monde ne voit que Cristiano Ronaldo et Messi, les deux joueurs. Maintenant, quand vous avez la chance d'être dans ce panel pour pouvoir voter, il faut prendre en compte tous les joueurs à chaque poste pour pouvoir choisir. C'est important. Et dans ce classement, le gardien, les défenseurs, il est arrive en 4e
position. On va faire le top 3 rapidement et on va finir l'émission. Oui. Armel, votre top 3 africain. Aboubacar et Vincent. Oui. Et puis les deux Africains de Liverpool. Mané et Salah. Salah et Mané plutôt. Salah, Mané, Aboubacar. Ah oui. Salah, Mané, Aboubacar. Ah oui. Je suis tenté de dire la même chose. Même si vous le dites. Un mot pour saluer les inconditionnels. Oui, merci à eux pour leur soutien. Esther, Gloria, Marouf, Daniel, Kenneth, Pascal, Innocent, le taximan, One Love, le Barcelonais. Ouais. Armel. Oui, salut à tout le monde. Ils ont eu la possibilité d'appeler. Donc oui. Salut à tout le monde. Ezekiel. Oui, salut à tous ceux qui nous suivent du côté d'Express Sprint, et l'homme Mensan et tous les autres. Allez, coucou à vous. Bonjour à tous, à toutes et à tous, et surtout, merci de nous avoir suivis sur, la radio qui mouille le maillot, Sport FM. Merci également à Gidas à Caboret qui a assuré la mise en onde. Merci également à Elom Adovan qui est resté debout durant toute l'émission. On se donne rendez-vous le vendredi prochain avec toujours la bonne humeur sur la 91.9. Bon vendredi à toutes et à tous. À bientôt.